prépare à organiser le congrès 2020 de l'UPU. Bruno Nabagno-Kone a noué des contacts en Turquie lors du 26e congrès de l'Union postale universelle en vue de transformer les activités postales et répondre aux besoins des clients. Journée mondiale du handicap, le handicap qui ne limite pas pour autant les handicapés. Nous nous intéresserons à des non-voyants qui travaillent pour vivre. Que pensent les femmes du projet de la nouvelle constitution, ce projet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Nous saurons la position de ces femmes dans cette édition. Dans 2 heures, le face-à-face Hillary Clinton-Donald Trump qui s'est encore mal illustré ces dernières heures avec la publication d'une vidéo de 2005. Le candidat républicain a prononcé des paroles insultantes envers les femmes. Madame, Monsieur, bonsoir. 9 octobre, journée mondiale de la Poste. Elle marque la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en 1874. En 2016, la Poste est toujours d'actualité. Seulement, il faut discuter de nouveaux moyens pour transformer les activités postales pour mieux répondre aux besoins des clients. C'est ce qu'a fait à Istanbul, en Turquie, le ministre de la Poste de l'économie numérique, Bruno Nabagno-Kone. Michel Ducré revient d'Istanbul. Le rideau s'est refermé sur le 26e congrès de l'Union postale universelle. Mais en 2020 à Abidjan, le ministre Bruno Kone veut faire mieux que les assises d'Istanbul. Pour relever ce challenge, il a eu plusieurs séances de travail avec les ministres en charge de la poste de différents États. Ceux de la Chine, de la Turquie et de la Tunisie ont promis à apporter le soutien de leur pays pour la réussite du 27e congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire. C'est le défi de toute la Côte d'Ivoire, c'est même le défi de l'Afrique. Il nous faut réussir ce congrès. C'est une question de crédibilité pour nous-mêmes. Nous ajouterons une touche africaine, une touche ivoirienne pour faire de ce congrès un congrès inoubliable pour l'ensemble de la famille postale mondiale. La Poste de Côte d'Ivoire fera également sa mue pour accueillir l'événement. Notre ambition d'accueillir le congrès était sous-tendue par une autre ambition, celle de refaire de la Poste de Côte d'Ivoire une grande poste, une poste à la mesure des attentes des clients, une poste au même niveau que les meilleures postes dans le monde. C'est à ce prix-là que nous pourrons être dignes de recevoir la grande famille postale mondiale à Abidjan. Avec son élection au conseil d'administration de l'UPU et sa désignation pour l'organisation du congrès de 2020, la Côte d'Ivoire est de retour et a désormais son mot à dire dans la grande famille postale mondiale. C'est aussi la journée mondiale du handicap, même si de nombreuses personnes handicapées mendient leur pain, d'autres par contre travaillent pour vivre, comme ces non-voyants, enseignants pour certains, tresseuses pour d'autres, et ils exercent leur métier avec dextérité et amour. Moussa Konaté les a rencontrés. Une paire de lunettes pour se mettre à l'abri des regards. Jean-Luc est non-voyant depuis le bas âge. Aujourd'hui, la quarantaine révolue. Il ne vit pas sous le poids de son sort. Malgré son handicap, il ne perd pas le fil des doigts pour jouer des notes de piano. Une passion pour la musique qu'il transmet à des étudiants à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Nous devons avoir notre premier cours de piano classique. Et j'arrive en classe, je vois un professeur qui est assis sur le piano. Et puis bon, il est non-voyant. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il dit, comment un professeur qui est non-voyant va nous donner des cours de piano classique? Les étudiants, je ne les vois pas, je les entends, je les sens. Et comme au niveau de l'acte pédagogique, la parole et le geste comptent beaucoup, c'est sur ces aspects-là que nous mettons l'accent. On pourrait se demander comment je m'arrange à savoir qu'ils n'ont pas utilisé le doigt qu'il fallait pour telle ou telle note. J'étudie un peu la force des doigts de chaque étudiant. Donc ça me permet de savoir si le doigté utilisé il est correct ou pas. Perdre la vue, mais conserver son intelligence et se construire une identité.
Nombreuses sont ces personnes souffrant de déficience visuelle qui arrivent à réaliser des œuvres. Françoise et Nicole en sont des illustrations parfaites. L'une spécialisée dans la tresse et l'autre conçoit des accessoires. Ce modèle-là, ça c'est 3 000 francs. Je fournis les mèches, je fais ça à 6 000. Le fait que mes clientes apprécient ce que je fais, ça me motive encore de travailler. La première fois, je me suis demandé est-ce qu'elle va arriver. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle me fait les tresses et je suis satisfaite. J'arrive à fabriquer les porte-clés. Bon, ce sont des animaux faits de pelle. Il y a le chien, le lapin, l'éléphant et le papillon. Il y a aussi les napperons pour les tables centrales et aussi les colliers pour les dames. C'est possible pour nous aussi de pouvoir avancer, montrer que l'handicap n'est pas un frein. Le handicap, pas un frein pour exprimer son talent. Retranché avec sa famille à Djibi village sur la route d'Alépé, François fait de l'élevage. L'activité semble bien lui réussir. On vient de finir une production, nous sommes en phase de vide sanitaire. Ça s'apprend comment se déplacer dans la ferme sans marcher sur les poulets. On ne se chausse pas quand tu entres dans la ferme et il faut se déplacer avec délicatesse. Délicatesse et ce qui te permet de sentir le poulet quand ils viennent vers toi. Parce que si tu es chaussé, ce n'est pas évident de sentir les sujets qui viennent ou que tu vas toucher avec tes pieds. Donc, tu rentres sans des chaussures. Mais en l'appréciant, en le prenant aussi dans les bras, tu peux apprécier un peu les formes, voir s'ils évoluent. Bon, je me fais aider par un jeune homme que j'ai engagé. Le handicap peut cacher des compétences. Seule la volonté et la détermination permettent à ces personnes déjà défavorisées de mieux s'exprimer. Les prouesses réalisées par ces non-voyants le confirment. Le handicap n'est donc pas une fatalité. Sachez que le Forum international économique sur l'Afrique s'est tenu à Paris. Les villes africaines pour le développement de l'Afrique, c'était le thème de ce forum. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique était présent à ce rendez-vous. Là-bas, les décideurs se sont penchés sur les défis et les opportunités du processus d'urbanisation en Afrique. Et Sidi Touré a parlé de placer les jeunes au cœur des dispositifs qui se développent en termes d'urbanisation tout en mettant en place des mesures incitative. Le reportage de Maï Sakou. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, entend travailler avec les centres de recherche de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, pour établir un diagnostic sur la situation des jeunes. Ces recherches devraient permettre d'éclairer les pouvoirs publics sur 4 domaines spécifiques que sont l'entrepreneuriat des jeunes, les chaînes de valeur au niveau des économies locales, l'analyse du marché du travail des jeunes et le coût de l'exclusion des jeunes. Un projet d'étude a été soumis à l'OCDE sur le thème « Implication des jeunes dans l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 ». Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a fait un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la composante jeune dans l'étude multidimensionnelle sur la Côte d'Ivoire. L'OCDE nous aide à consolider les outils qui permettent d'atteindre cette émergence. Donc c'est cela que nous venons analyser ensemble et quelles sont les études qu'il faut faire pour aboutir à cela. Donc les jeunes ont tout à gagner dans l'entretien que nous venons d'avoir avec les différents directeurs de l'OCDE. L'idée c'était justement de pouvoir discuter aussi de manière détaillée sur les sujets sur lesquels nous allons devoir continuer à travailler ensemble. Le ministre Sidi Touré a participé en tant que panéliste à la session 4 de la 16e édition du Forum international économique sur l'Afrique. Thème de cette rencontre, quelle alliance pour faire du développement durable des villes africaines une réalité? Les chefs d'établissement, les directeurs d'études et directeurs d'écoles de la région de Békin ont reçu une formation. Il s'agit pour eux d'inculquer la notion de l'entrepreneuriat aux élèves en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Hassan Khan, Amadou Ouattara. Permettre aux écoliers et aux élèves d'être autonomes et responsables, d'où le sens de l'entrepreneuriat scolaire dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Cela dans la perspective de faciliter l'insertion des apprenants après leurs études. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale.
À Bouaké, les acteurs du système éducatif de la région de Gbeke et leurs partenaires professionnels ont reçu une formation sur le projet pilote de l'entrepreneuriat à l'école. 2500 écoles sont concernées au titre de l'année scolaire 2016-2017. Il a été convenu de passer à la seconde phase, une phase qui passe de l'expérimentation réduite à 22 écoles à une phase légère de généralisation à environ plus de 200 écoles. Et cela parce que la première phase a montré des résultats intéressants. Pour mettre en œuvre, il faut des meilleurs enseignants dans la mesure où l'entrepreneuriat à l'école prend appui sur des compétences. Il est important de rappeler que l'éducation à l'entrepreneuriat n'est pas une nouvelle discipline à enseigner dans les classes. C'est une pratique qui va se dérouler du préscolaire à la fin du cycle du secondaire en passant par celui du primaire. Elle contribue à la construction de la personnalité entreprenante de l'enfant au fin de faire de lui un véritable acteur du développement. D'entrepreneuriat, parlons-en encore. Bientôt, très bientôt, les femmes entrepreneurs auront leur maison. La maison des femmes entrepreneurs, un centre incubateur qui va leur permettre de se former. Elles en ont parlé au cours des 2e journées de l'entrepreneuriat féminin et c'était au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Juliette Ouya était à la cérémonie de clôture de cette rencontre. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire visiblement satisfaites de leur participation aux 2e journées de l'entrepreneuriat féminin. Ça nous a permis d'avoir des contacts, puis ça nous a permis aussi de partager avec nos sœurs qui ont déjà l'expérience. Celles qui ont déjà réussi l'entreprise, qui sont des leaders, elles nous ont enseigné. Je suis sortie très satisfaite. J'ai appris beaucoup des autres. Également, j'ai vu la détermination de la CGI à pouvoir aider les femmes ivoiriennes à sortir de la pauvreté et également à créer de l'emploi. Au nombre de leurs recommandations, la mise en place d'un fonds initial pour le démarrage de leurs activités et la création d'une maison des femmes entrepreneurs pour leur formation et autres coachings. Des requêtes que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, initiatrice des journées de l'entrepreneuriat féminin, s'engage à exécuter. Il y a eu pas mal d'engagements concrets, pas mal d'approches concrètes, avec des propositions qui peuvent être utilisées immédiatement. C'est aux femmes de prendre leur destin en main. Et nous, à la COCI, tout ce qui est en notre pouvoir, nous le ferons afin de créer un environnement propice au développement de l'entrepreneuriat féminin. D'autres structures, dont le ministère de l'économie numérique, ONU Femmes et la Banque africaine de développement, ont également promis de soutenir les dirigeantes de petites et moyennes entreprises pour faire prospérer leurs affaires. Prochain cap, l'édition 2017, avec une toute autre perspective. Comment venir à bout des embouteillages? La question était au cœur de la réunion des 8 pays côtiers de l'Afrique. Pourquoi réduire les embouteillages? Ce n'est pas pour vous permettre d'arriver à l'heure au travail ou à vos rendez-vous, c'est plutôt pour protéger votre santé. Les embouteillages sont source d'émissions de gaz à effet de serre. Le reportage de Serge Coléa. De financement des projets environnementaux pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial a décidé de mettre en place le projet Ville durable. Financé à hauteur d'environ 70 milliards de francs CFA, ce programme concerne la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il va permettre de lutter contre la pollution industrielle et les embouteillages, source d'émissions de gaz à effet de serre. Le programme de Ville durable de la Côte d'Ivoire est composé de 2 sous-programmes. Il y a le programme de transport durable qui va permettre d'alléger ces problèmes d'embouteillage en agrandissant les voies, en créant beaucoup de ronds-points. Et le deuxième volet est un projet de pollution industrielle. Et la BAD, qui est agence d'exécution du FEM pour ce projet, ajoute à ces 2 programmes un programme de gestion des ordures ménagères. Cette réunion des 8 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, membres du Conseil du FEM, a surtout eu pour objectif principal la préparation de la 51e réunion de l'organisation qui se tient du 24 au 27 octobre 2016 à Washington. Il y a cette année particulièrement le point 8 qui va porter sur la reconstitution des ressources du FEM.
il faut qu'on comprenne tous les enjeux. C'est très important pour notre pays d'aller aussi capter les ressources que le FEM va mettre à la disposition de l'ensemble des pays en voie de développement. Né en 1991 de la volonté de la Banque mondiale, du PNUD et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial comprend 183 pays membres répartis en 32 groupes ou circonscriptions. L'Office national d'identification veut s'imprégner du mode de fonctionnement des services d'immigration ghanéens et des mécanismes de contrôle du flux migratoire avant son déploiement aux différentes frontières. La mission diligentée par le directeur général de la structure était à Elubo, à la frontière ivoiro-ghanéenne. Le reportage de Hugues Hervé-Blé. Quels sont les mécanismes de contrôle en vigueur au poste frontière du Ghana voisin? Pour répondre à cette question, une délégation de l'Office national d'identification s'est rendue en territoire ghanéen. L'un des objectifs de cette mission, créer un cadre de concertation et d'échange avec les services d'immigration et de contrôle du Ghana. À Elubu, au poste frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, le directeur général de l'ONU, Konaté Diakalidia, et ses services en charge de l'immigration se sont imprégnés du fonctionnement des services d'immigration ghanéens au poste frontière. Nous avons compris l'application des mesures de la CEDEAO, les prescriptions de la CEDEAO en matière de libre circulation. Nous avons compris également comment différents services à la frontière, la douane, la police, la santé, comment ces services-là fonctionnent correctement en toute synergie. Également, nous sommes imprégnés des documents qui sous-tendent le fonctionnement de ces différents services, les formalités, les différents usages